Bonjour tout le monde dans le monde du test. Nous allons voir ici dans cette formation comment bien préparer pour avoir l'examen de la certification ISTQB Foundation. Je me présente, je suis Yacine, je suis chef manager dans le test, accrédité coach formateur par l'ISTQB avec 7 ans d'expérience dans le test. De quoi on va parler dans cette formation? Il y a à peu près 6 cours ainsi que des exercices et un examen blanc. Dans le premier chapitre qui s'intitule Les fondamentaux du test, nous allons parler de la définition des tests. Nous allons voir leur objectif, les différences entre les tests, le test et entre le test et le débugage. Nous allons voir pourquoi les tests sont nécessaires. Nous allons revoir les 7 principes sur les tests, les processus du test ainsi que la psychologie des tests. C'est pas de la psychologie, mais vous allez voir quand on va entrer dans un peu plus de détails. Dans le deuxième chapitre, qui s'intitule Tester pendant le cycle de vie du logiciel, nous allons voir les modèles de développement logiciel, les niveaux et les types de tests ainsi que les tests de maintenance. Dans le troisième chapitre, qui s'intitule Les techniques statiques, nous allons voir les bases des tests statiques, en quoi sont-ils différents des tests dynamiques, le processus de revue, l'application de leurs techniques ainsi que les facteurs de réussite des revues. Dans le quatrième chapitre, qui s'intitule Les techniques de test, nous allons voir les différentes catégories de tests. Nous allons parler d'un petit peu de techniques boîte blanche, boîte noire et les techniques basées sur l'expérience. Dans le cinquième chapitre, qui s'intitule La gestion des tests, nous allons voir l'organisation des tests. Nous allons voir les tâches d'un test manager et du testeur. Nous allons approfondir la planification et l'estimation des tests, le pilotage et le contrôle du test, la gestion de configuration et enfin la gestion des défauts. Enfin, dans le dernier chapitre, qui s'intitule Outils et supports au test, nous allons voir une introduction aux outils de test, leur classification et on va entrer un peu en détail pour leur sélection et enfin le facteur de succès de ces outils. Et nous terminerons par toutes ces leçons par des exercices et un examen blanc. Alors, quels sont les objectifs de cette formation? Tout d'abord, vous préparez à la certification ISTQB. Ensuite, vulgariser toutes les notions pour le but, quand on parle de certaines notions qui sont dans des mots-clés, vous comprenez et vous sachez de quoi on parle. Si je vous dis test de performance, test de non-agression, niveau de test, il faut que vous sachiez de quoi on parle. Test d'acceptance par exemple. Ensuite, l'objectif c'est de vous permettre de faire des liens entre les éléments du syllabus. Je suis aussi là pour vous assister en cas de questions. L'objectif aussi c'est de répondre aux points non compris. C'est de répondre aux points non compris. On peut revenir sur les points qui n'ont pas été compris, des exemples que vous n'avez pas bien assimilés. Je suis là aussi pour vous répondre. Et enfin, les objectifs, c'est de vous présenter les principaux outils utilisés par les testeurs. Dans les slides qui vont défiler, nous allons avoir un petit peu de repères et des légendes. Des dessins qui seront situés en haut à droite. Voici quelques signes qui vous aideront à vous orienter tout au long de votre lecture. Le premier, c'est un symbole qui signale un élément qui pourront être difficiles à appréhender. Évidemment, quand on l'aura étudié et qu'on l'aura décrit et je vous aurai donné des exemples, après il sera plus concret pour vous. Le deuxième, c'est une pure définition issue du glossaire ISTQB ou CFTL. Le troisième, c'est un élément structurant pour la compréhension à mémoriser. Le quatrième signe, on appelle ça truc et astuce. C'est des éléments à comprendre qui peuvent vous aider dans votre travail au quotidien en tant que testeur. Et enfin, le dernier s'indique
des cas clairs d'utilisation et des exemples concrets. Je vous rappelle le format de l'examen. Donc, c'est un QCM avec un questionnaire à choix multiples. Il dure à peu près 1 heure. Il y a 40 questions. Vous avez 4 réponses possibles pour chaque question. Et il y a une seule bonne réponse par question. Pour avoir l'examen et le réussir, il faut répondre correctement au minimum à 26 questions, soit 65% de bonnes réponses. Et bien évidemment, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Si c'est possible, comme l'examen se fait à distance, il faut qu'il n'y ait rien sur le bureau. Il faut que votre webcam et le son fonctionnent correctement. Il faut que vous soyez seul. À présent, passons au premier chapitre. Fondamentaux des tests. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir que sont les tests. Donc, les objectifs habituels des tests. Nous allons voir la différence entre le test et le débogage. Ensuite, on va voir pourquoi les tests sont nécessaires. Finalement, à quoi ça sert de tester? Dans ce chapitre, nous allons voir la contribution des tests au succès d'un projet. On verra un petit peu les notions d'assurance, qualité et de test. Nous verrons aussi la définition des erreurs, des défauts et des défaillances. Parce qu'une erreur, vous la verrez, n'est pas un défaut et n'est pas un bug. Nous verrons un petit peu les défauts, les causes racines de ces défauts et les effets de ces défauts. Ensuite, nous verrons les 7 principes sur les tests, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des clichés sur les tests. Et parfois, on peut se tromper. Comme par exemple, on pense qu'on peut tout tester dans un projet. C'est bon, on a tout fait, les tests, on n'a plus jamais de bugs, on a tout essayé. On s'est trompé, comme par exemple, on a tout testé, on va vers. Et vous verrez, parfois c'est très trompeur, on ne peut pas tout tester. Ensuite, on verra l'approche du test. Là, on commence à entrer dans vraiment le détail du test. Le processus de test dans le contexte d'un projet, les activités en détail, ainsi que les tâches de test. Puisqu'il y en a plusieurs, vous verrez, on n'est pas juste là pour cliquer sur un bouton. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs types de tests. On verra les produits d'activité de test. Parfois, les gens croient que le métier du test, c'est juste de tester. Ben, en vrai, il y a 5 activités. Vous le verrez en amont du test et en aval. On n'est pas là que juste pour tester. Il y aura aussi la traçabilité entre les bases de test et les produits d'activité du test qu'on utilise. Puis enfin, on finira ce chapitre par la psychologie du test. Je vous rassure, on ne va pas faire de la psychologie. C'est pour comprendre un petit peu la psychologie humaine et les tests. C'est-à-dire, parfois, dans un projet, le test peut être vu comme une activité dérangeante parce qu'on est là pour trouver des bugs dans le code du développeur. Et du coup, ça peut être mal vu. Et que le testeur comprend aussi l'état d'esprit des autres membres du projet. À chaque chapitre, je vais vous mettre des mots-clés. Et là, dans ce chapitre, je trouve intéressant de lire les mots-clés avant d'analyser les sous-chapitres, parce que c'est déjà un exercice de mémoire. Vous allez lire les différents mots-clés, et comme plus tard on va les lire dans notre chapitre, votre cerveau a déjà lu ces mots-clés. Alors on commence. Quels sont les tests? C'est quoi un test? Là, on vous a mis une image, donc je vous laisse un petit peu la lire. Je vais la lire avec vous. Je pense qu'il y a pas mal qui connaissent cette histoire.
Et vous verrez, on se posera la question d'où vient le problème. Je m'explique. On a un site web ou un logiciel ou une application mobile à livrer au client. Sauf que durant le projet de conception de cette application, chaque protagoniste du projet, le product owner ou le PO, l'analyste de test, le développeur, les métiers et l'utilisateur final n'ont pas la même vision de ce produit. Ce qui fait que la balançoire qu'on voit dans ces 10 images, c'est pas la même pour chaque vision. Par exemple, comment le client a exprimé son besoin? Il voulait une balançoire avec 3 planches de bois. Comment le chef de projet l'avait compris? Il pensait qu'il voulait qu'une seule balançoire. Comment l'ingénieur l'a conçu? Il a séparé le tronc pour mettre la balançoire au milieu. Comment le programmeur l'a compris? Il a juste attaché une balançoire et elle est par terre. Comment le responsable de vente l'a décrit? Il en a fait un joli canapé, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, chacun a une vision différente de ce projet. Et c'est pour ça que parfois c'est un petit peu complexe de livrer ce produit final. Parce qu'au fur et à mesure de la conception de ce produit, il y a des conflits entre les acteurs du projet. Par exemple, entre le PO et les développeurs. Le product owner, il a rédigé un cahier de charge, le développeur a créé le code, et le produit final, c'est pas du tout à quoi s'attendait le product owner. Le développeur, il va dire pourtant, j'ai bien lu ce qu'il y avait écrit noir sur blanc sur le cahier de charge, donc je vous ai fait ça. C'est un petit exemple et on a plusieurs, mais en gros, c'est ça l'idée. Du coup, on s'aperçoit que du coup, tout le monde n'a pas la même vision du produit final. En conséquence, il y a un bug et des anomalies. On s'aperçoit que d'où vient le problème. Lisez avec moi, 56% des anomalies viennent de la mauvaise expression du besoin. Dès le début, avant même de commencer à concevoir le code pour créer l'application, on a exprimé un besoin. C'est 56% des bugs qu'on a dans ce projet viennent d'une mauvaise expression du besoin en amont, avant même qu'on a commencé à créer le produit. 26% des anomalies de ce que l'analyste a compris et spécifié, ça veut dire on a un analyste, il a compris les besoins, il a rédigé un cahier de charge. 25% un cahier de charge qui décrit ce besoin. On va trouver 25% d'anomalies de ce qu'il a compris et les autres n'ont pas compris de la même manière. Enfin, on peut penser que l'application qui ne marche pas, il y a des bugs à cause du code. Le code, ce que le programmeur a réalisé, représente 17%. Comme quoi, ça aussi, c'est un cliché. On va souvent parler d'exigence dans cette formation. L'exigence, c'est quoi? C'est une stipulation qui énonce des critères à satisfaire. Ça, c'est d'après la définition de l'ISO 24765. On s'arrête sur cette définition, je vous donne un exemple. Je veux pouvoir éditer une fiche de paye. Une exigence, comme son nom l'indique, ça annonce des critères à satisfaire. Aujourd'hui, je veux consulter mes comptes, j'ai besoin d'une application. Par exemple, je veux démarrer la voiture, j'ai donc besoin d'une clé, etc. C'est ce qu'on appelle une exigence. Cette exigence, elle peut être fonctionnelle ou non fonctionnelle. Alors, fonctionnelle, ça serait une exigence qui spécifie qu'un composant ou un système doit remplir. En gros, c'est la pure fonction du système. Je vous donne un exemple. Une exigence fonctionnelle, on le verra plus tard, mais que la machine à café marche. Pour que la machine à café marche, il faut que j'appuie sur le bouton ON. Voilà, ça c'est la fonction qui permet de la machine de marcher. A l'inverse, on a des exigences non fonctionnelles. Ça, c'est une exigence qui décrit comment le composant ou le système réalisera ce qu'il est censé faire. Donc là, on répond à la question du comment. Par exemple, l'impression doit se faire en moins d'une minute. L'exigence fonctionnelle, on veut éditer une fiche de paye. Ça, c'est la fonction. Et l'exigence non fonctionnelle, c'est le comment. Comment je peux éditer cette fiche de paye en moins d'une minute. Toujours dans les objectifs de test varient
en fonction du contexte. Si vous voulez que dans chaque projet, il y a des tests. Et les tests ont des objectifs différents. Tout d'abord, ça peut être il peut être pour évaluer le travail produit. Dans un cadre logiciel, on vérifie fréquemment les exigences, les US, les user stories. On le verra la définition tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. La conception, le code. Dans un cadre logiciel, le code. On va vraiment faire un checklist de ce qui va être vérifié. Donc, on évalue le travail produit finalement. C'est pour ça qu'on fait des tests. Ensuite, on fait des tests pour vérifier le cadre des exigences. Ça veut dire qu'on a des exigences, une sorte de cahier de charge, et on veut faire des tests pour répondre à ces exigences. On va le vérifier. On va vérifier que l'objet testé, soit complet et fonctionne comme attendu. Toujours en lisant le cahier des charges. Le cahier des charges des exigences. Parfois même les spécifications, encore les user stories. On le verra plus tard. Ensuite, on teste non seulement. Ensuite, on fait des tests pour prévenir les défauts, pour anticiper les bugs, ou les défauts ou les erreurs humaines. On le verra tout à l'heure. On teste non seulement pour prévenir et empêcher les futures anomalies, et aussi pour trouver des anomalies au moment où on fait les tests. On fait le test. Ensuite, le test, on le verra plus tard, c'est un gage de qualité. Donc le test, on fait ça comme objectif d'assurer le niveau de qualité. Enfin, notre objectif du test, c'est de respecter les exigences légales ou standards, etc., etc. Il y a plusieurs objectifs, mais ça, c'est les principaux. Alors, les objectifs aussi peuvent être réalisés en fonction des phases. Et les phases, elles peuvent varier. Pour le moment, les phases, on ne les a pas encore définies. On les verra dans un autre chapitre. Mais que pour vous, que vous ayez une idée, on fait des tests et chaque test a des objectifs. Et ces tests vont être réalisés à une certaine phase du projet. Il y a un ordre chronologique. Par exemple, notre objectif, c'est de trouver des anomalies. Du coup, à quelle phase de test on va faire les tests pour trouver les anomalies? Justement, ça sera sûrement dans la phase de test système, de test composant et de test d'intégration. Ne vous inquiétez pas, on le verra les définitions juste après. Un autre objectif de test, c'est d'assurer un niveau de qualité. Pour assurer un niveau de qualité dans un projet et prouver justement qu'on a bien assuré ce niveau de qualité, on va faire deux types de tests. Des tests d'acceptation et des tests opérationnels. Donc, retenez bien que pour mettre en valeur la qualité de l'application finale qu'on fournit, ça ne sera pas dans les tests système ou composants ou d'intégration. On va le faire, ça sera dans le test d'acceptance. Et pour vous comprendrez tout à l'heure pourquoi et quand on reviendra sur ces définitions. Ensuite, un autre objectif, fournir de l'information sur la prise de décision. À quel moment on va faire des tests pour fournir des informations pour la prise de décision? Ça sera dans les tests d'acceptabilité, d'acceptation et dans les tests automatisés. On reviendra sur les définitions tout à l'heure. Et enfin, pour prévenir les anomalies. Et la différence de trouver des anomalies à l'instant T, ça sera dans le but de prévenir les anomalies. Ça sera plutôt dans la revue des exigences et la revue des spécifications. Ça veut dire, on a une sorte de cahier de charge qui décrit l'application finale à fournir au client en revoyant ces exigences avant même qu'on commence à développer et faire des tests. On va pouvoir faire une revue qui nous permettra déjà de prévenir des anomalies. Ça veut dire on va filtrer et éviter des anomalies ou des erreurs, des bugs, etc. juste en faisant une revue des exigences et des spécifications, donc du cahier de charge. On reviendra à ça tout à l'heure.
Bon, là on va voir un petit peu la différence entre débugger et tester. On commence par tester, vu qu'il vient avant la phase de débogage. Dans la phase de test, je vous donne quelques étapes. Tout d'abord, couvrir l'exigence. Ça veut dire, on va faire un test et on commence à tester. C'est en fonction de deux choses. Dans un temps réparti à un moment T, qu'on appelle un sprint, mais on le verra plus tard. Donc dans un moment, et ça couvre une exigence précise. Ça veut dire que le chef de projet dans notre équipe, on va faire le point avec lui et il va nous dire, écoutez, dans ce sprint, qui veut dire dans cette période de temps de test, on a une US. Comment de cette US, on va rédiger des scénarios. De cette IS, où on peut rédiger des scénarios à partir de l'exigence ou de la spécification. Et donc, on va tester un endroit précis de l'application. Et nous, on va devoir le transformer en test. Ça veut dire, on a un cahier de charge à rédiger, on a une exigence ou une spécification, une IS, etc. Là, on a une exigence et on doit la transformer en test. Et notre test, il doit couvrir entièrement cette exigence. C'est aussi simple que ça. Quand je vous dis que tester, c'est couvrir l'exigence finalement, notre test, il doit couvrir l'exigence à un instant T. Ensuite, forcément, on va valider le résultat du test. Puis toujours, dans l'objectif de tester, c'est d'assurer la qualité. Si vous voulez, dans l'assurance qualité, le test en fait partie. On verra un petit peu plus ça dans les détails dans le chapitre suivant. Et enfin, pourquoi on teste? Aussi, c'est pour montrer les défaillances. Ça aussi, on le verra dans les 7 principes du test. Là, on parle de la phase de test, le débogage. Ça veut dire, dès qu'on détecte un bug, ça consiste à quoi? Là, du coup, on a trouvé un bug, une anomalie ou un défaut. On l'analyse. On a trouvé un défaut. On va essayer de voir si ce défaut n'a pas déjà été trouvé dans une version précédente de l'application qu'on a fournie. On va essayer de voir si c'est lié au code, à cause de l'environnement sur lequel on a testé, qui ne fonctionne pas peut-être. Est-ce que si je refais les tests, il va marcher ou j'ai toujours ce défaut? On va aussi tâcher de l'éliminer. Là, on va voir qui peut l'éliminer. Là, en général, c'est plutôt les développeurs, mais pas forcément que les développeurs. Et donc, voilà à quoi ça correspond la phase de débogage. Donc, on trouve un bug, on analyse, on élimine. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, un petit j'aime, ça fait vachement plaisir. À présent, on va se poser la question de savoir pourquoi les tests sont nécessaires. Petite parenthèse, parce que cette question est assez importante. Parce qu'il peut arriver en tant que testeur que vous arrivez dans un projet et qu'en fait, vous soyez entouré de développeurs ou d'autres protagonistes de ce projet. Et en fait, vous ressentez que vos tests et votre rôle n'est pas aussi important que ça. Je dirais même qu'il est dévalorisé et vous êtes l'ennemi du développeur. On le verra tout à l'heure dans la psychologie du test, mais c'est assez important de comprendre, ça. Pourquoi c'est nécessaire de faire des tests? Pourquoi c'est nécessaire de faire des tests aujourd'hui? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, les systèmes logiciels, c'est une part intégrante de notre existence. Des, applic- des applications commerciales aux produits de grande consommation, on retrouve des systèmes de logiciels partout. Même les voitures aujourd'hui, elles sont électriques. Tableau de bord digital, on peut démarrer la voiture en appuyant sur un bouton, etc. La porte d'entrée, on tape un code, ça s'ouvre électroniquement. On n'a plus besoin d'une clé. Donc, vous voyez que maintenant, il y a des systèmes de logiciels partout finalement. Que Qu'est-ce que c'est un logiciel? Finalement, on va voir la définition ensemble. Un logiciel, c'est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation relative au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. Donc, finalement, on a des programmes, on a des règles, on a même parfois de la documentation qui sont relatives au fonctionnement à l'ensemble des traitements de données. Donc,
On a des traitements de données et grâce à un procédé ou un programme, ces données sont traitées entre guillemets informatiquement, si vous voulez. Du coup, on peut retrouver dans des logiciels embarqués et même des logiciels de gestion, etc. En gros, si vous voulez, pour faire simple, un programme ne peut pas fonctionner sans code source, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir un ordinateur, mais si dans l'ordinateur on n'a pas de code, du coup, il ne peut pas fonctionner. Donc, on a bien un ensemble de traitements de données. Quand j'appuie sur un bouton, il y a un traitement de données qui se met en place, un code qui se lit. Il y a un ensemble de programmes. Voilà ce qui est un logiciel. On a, comme vous ai dit, de plus en plus de logiciels. On en voit partout. Donc, s'ils ne fonctionnent pas, on a des conséquences qui sont graves et elles sont nombreuses. Déjà, il peut y avoir une perte d'argent, il peut y avoir des blessures ou même des décès. Le client n'est pas satisfait, il peut y avoir des dommages collatéraux et aussi une perte de temps. Aujourd'hui, je dois me connecter à 10 heures pour ma réunion sur mon ordinateur. Mon ordinateur ne marche pas. Du coup, je perds du temps et je rate ma réunion. Ma carte bancaire, je vais pour payer à la caisse, elle ne marche plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a un bug. Ben du coup, je ne peux pas payer mes courses. Il faudra que je fasse autrement ou j'utilise un autre moyen de paiement. Il y avait un vol qui était prévu à 19h40 aujourd'hui. L'avion est en panne. Donc, perte d'argent. On doit rembourser les clients et remporter le vol, etc., etc. Alors, on peut vous donner des conséquences récentes d'anomalies de logiciels. On va commencer. C'était en mars 2019. Il y a eu un crash d'un Boeing 735 MAX. Le logiciel anti-décrochage défectueux. Conséquence, 150 morts. En Allemagne, janvier 2010, il y a eu à peu près 30 millions de cartes qui ont été bloquées en un jour. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu un bug, défaut du coup. Conséquence, les gens, toute la journée, ils ne pouvaient pas utiliser leurs moyens de paiement. Donc j'imagine les dégâts que ça a dû faire, surtout que ça se chiffre en millions. Ben, comme vous êtes au courant, le Covid-19, un virus qui circule, il y a des conséquences assez lourdes, j'imagine. Le tourisme, il est touché. Tous les secteurs sont touchés. Financier, monétaire, il y a une crise. Du coup, il n'y a pas de travail. On est obligé d'anticiper le télétravail. On a des tas de décès qui n'étaient pas prévus. On est obligé d'être confiné. La liste, elle est longue. Il y a des conséquences, en fait, énormes. À présent, on va voir un petit peu les objectifs des tests. Toujours dans la nécessité de faire des tests. Il faut savoir qu'un des objectifs du test, c'est d'assurer la qualité du produit. Bon, petite parenthèse, on a plusieurs modèles pour livrer un produit de qualité, comme le CMMI. C'est un modèle qui décrit en gros qu'on assure bien la qualité d'un produit qu'on livre. Parfois, on utilise des outils, je vous passe les détails, REQM, VER, VAL. C'est des techniques mathématiques, c'est juste un exemple. Dans le CMMI, on va vérifier que le produit livré, c'est un produit de qualité. On va vérifier, par exemple, on va faire des tests de réception des livrables, des tests de livrables, des tests d'intégration dans le ou les systèmes, des tests d'acceptance des utilisateurs. Il y a toute une checklist et on peut voir si finalement la structure elle a bien un process pour livrer un produit de qualité. Autre chose, aussi il faut savoir que l'assurance qualité consiste en quoi? En la mise en œuvre des actions qui vont garantir que le produit sera de qualité, comme son nom l'indique, tout simplement. Donc, on met en place des actions pour garantir que le produit est de qualité. Il y a plusieurs types d'actions. Ça peut être des formations, analyse des causes, contrôle qualité, amélioration continue. Et ça, c'est dans une structure et dans une entreprise. En gros, de nos jours, on a des labels qualité qui certifient que le produit qu'on utilise, on mange, il
Il y a bien eu un process derrière de qualité qui nous permet de rassurer le client final. Alors, en quoi consiste le contrôle qualité finalement? C'est tout simplement à vérifier que le produit après fabrication est bien de qualité. Je m'explique. On pourrait se poser la question. Le contrôle qualité, pourquoi on fait un après la fabrication du produit finalement? Les réponses sont simples. On va vérifier la qualité du produit prêt à être livré. Ça veut dire qu'on l'a fabriqué, on ne l'a pas encore livré au client, mais on va vérifier que le produit répond bien au contrôle qualité qu'on avait établi avant. Donc, on vérifie bien la qualité du produit avant qu'il soit livré. Ensuite, on a des tests et de la documentation rigoureux, permettant de réduire les risques d'occurrence des problèmes futurs. Ok. Enfin, la dernière raison du contrôle qualité, avant de livrer le produit, elle permet de détecter les causes racines du problème et de corriger pour les prochains lots. Par exemple, on a un smartphone qui est en version 1. On a gardé la documentation et les tests qu'on avait fait précédemment dans cette version. On a détecté d'où venaient les causes racines des problèmes qu'on a rencontrés. Dans la version 2, on va réutiliser cette documentation pour dire, attention, quand on va faire nos tests, n'oubliez pas qu'on a rencontré ce genre de problème. Là, voilà. Là, on va voir les 4 définitions de la défaillance. Pardon, les 3 définitions de la défaillance, du défaut et de l'erreur. La défaillance, qu'est-ce que c'est? Un événement dans lequel un composant ou un système n'exécute pas une fonction requise dans les limites. Définition de l'ISO 24765. Je reviens, par exemple, une instruction ou définition de données incorrecte. Je reviens sur la définition de la défaillance. Je vous ai donné un exemple. On a une instruction ou des données incorrectes. Je suis sur un site internet, je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe, le code n'arrive pas à lire mon mot de passe, alors que je l'ai utilisé. La veille, alors on a bien une défaillance du système. Donc voilà, ça c'est une défaillance. Parce que finalement, c'est un événement dans lequel le système qui a analysé mon mot de passe n'exécute pas cette fonction. Il n'arrive pas à exécuter l'information de mon mot de passe. Ensuite, un défaut, c'est quoi? C'est une imperfection ou une déficience d'un produit, d'activité lorsqu'il ne répond pas à ses exigences ou à ses spécifications. Définition ISO 24765. Un exemple de bug? Si vous voulez, un synonyme d'un défaut, ça peut être un bug ou une faute. On entend souvent parler de bug. Je vous donne un exemple, après je reviens sur la définition. Un exemple de bug ou de défaut, ça serait un défaut qui peut causer la défaillance d'un composant du système. Je vous donne un exemple plus concret. Je suis en train de regarder un film
et d'un coup, mon smartphone s'éteint. C'est pas parce qu'il n'a plus de batterie. Il était chargé à 100%. Là, je reviens en tant que testeur. Dans ce projet, il y a des exigences, un cahier de charge, qui dit que si j'ai 80 ou 100% de batterie, normalement, le smartphone ne s'éteint pas. Or, là, il y a eu un effet, il y a eu un défaut. Il y a eu un bug. Le smartphone s'éteint. C'est ce qui est fait. Là, on a bien une imperfection ou une déficience d'un produit d'activité. Donc, mon smartphone est là buggé. Tandis que tout à l'heure, c'était plutôt une défaillance. Il n'arrivait pas à lire le code. Mais là, on a des exigences précises qui disent que c'était marqué noir sur blanc, un minimum tant pour cent de batterie, le smartphone continue de fonctionner. Donc là, on n'a pas répondu à l'exigence. Enfin, une erreur, ça, c'est une action humaine qui produit des résultats incorrects. Un synonyme d'erreur, ça peut être une confusion. Ça n'a rien à voir avec le code ou un système. S'il répond à un cahier de charge, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est une erreur. Elle vient de moi, de l'humain. Là, je ne parle pas en tant que testeur. Je parle en tant qu'utilisateur. Par exemple, mon téléphone n'a pas de batterie. J'ai oublié de le charger. Là, c'est ma faute. On ne va pas dire que le téléphone ne marche pas ou il était cassé. J'ai oublié de le charger. C'est normal qu'il ne marche pas. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je veux boire un café. J'ai oublié de brancher la cafetière. Là, c'est pas la cafetière qui ne marche pas. Je ne l'ai pas branchée, donc c'est une erreur. Ça vient de lui-même. Donc voilà la différence entre une défaillance, un défaut et une erreur. Je vais vous donner des exemples. L'exemple justement du café. La cafetière, elle ne marche plus. Elle ne s'allume pas. On va se demander pourquoi. Première chose, la cafetière n'est pas branchée. À votre avis, est-ce que c'est une défaillance, défaut ou une erreur? Là, ça, s'il n'y a pas de courant, c'est pas un défaut, c'est une erreur. C'est une erreur humaine. J'ai oublié de la brancher. Maintenant, je branche. Par magie, la cafetière, elle fonctionne. Maintenant, j'appuie sur l'interrupteur, il est cassé. Là, c'est pas une erreur humaine du coup. Là, ça serait un défaut de conception ou bien une usure. En tout cas, là, c'est un défaut du coup. N'oubliez pas donc qu'une erreur humaine, ça mène à un défaut. Et les causes, ça peut être une méprise, une erreur ou un besoin mal compris. Tandis qu'une défaillance ou une panne, ça vient de l'événement. Soit le produit ne répond pas, ça vient de l'environnement, pardon. Soit le produit ne répond pas aux exigences, spécifications ou cahier de charge, soit il y a une maintenance à faire du produit qui ne fonctionne plus. Soit les nouvelles fonctionnalités qui ont été créées, par exemple, sur mon smartphone, du coup, elles nous ont fait bugger le smartphone. Alors que c'est des nouvelles fonctionnalités. Elles ont fait bugger d'autres fonctionnalités. Par exemple, dans mon smartphone, avant, j'avais pas de réveil. On a créé un réveil. Conséquence, l'horaire sur mon téléphone, elle est faussée. J'arrive pas à la changer. Là, c'est pas une erreur. C'est un défaut du smartphone. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner à la chaîne Le Monde du Test pour ne pas rater la prochaine vidéo et accrocher les cloches. Activer les cloches. Merci. On peut se demander d'où viennent les erreurs. Quels sont les facteurs ou les causes de ces erreurs? Elles sont multiples. L'erreur, elle est humaine. Elle est due au stress, à l'inattention, trop d'optimisme, trop de pessimisme aussi, la pression du temps, la défaillance humaine, l'inexpérience, des compétences insuffisantes,
Mauvaise communication, complexité, non-compréhension du système dans sa globalité. Donc, il y a des facteurs multiples si vous voulez. C'est pour ça, l'humain fera toujours des erreurs. Et je pense qu'il en fera toujours. Il l'a déjà fait. Dans le contexte de la nécessité des tests, on va parler de la notion d'aide technique. Du coup, qui dit d'aide technique dit maintenance à réaliser dans un projet. Vous savez, on a un bug. L'application ne fonctionne plus. Plus du tout. Du coup, on va avoir une perte de temps, une perte d'argent, parce que ça n'était pas prévu. On a un décalage de la livraison du produit. Il faut rapidement trouver d'où vient le bug. Et encore pire parfois, quand l'application est déjà livrée à l'utilisateur, l'utilisateur utilise déjà l'application mobile ou le site web ou le logiciel. Il y a un gros bug international. Vous savez, récemment, les plus grands groupes ont connu des bugs. Vous savez, les caméras des iPhones, il y a eu un bug à un moment, elles étaient activées toutes seules. Ensuite, il y a un bug qui a duré une demi-journée à peu près, où toutes les applications de Facebook, WhatsApp, Instagram, inutilisables pendant toute la journée. Donc vous voyez, parfois même les plus grandes structures peuvent connaître des bugs importants. Et comme ce sont des structures qui sont utilisées par des millions de personnes, forcément il y a une conséquence à l'international. Le bouche à oreille va très vite et le mécontentement des clients. Et donc voilà quoi. On a une personne qui s'appelle Bill Curtis Case. Il a fait une étude sur 288 applications de 75 sociétés, de domaines différents. Il a fait une étude sur environ 108 millions de lignes de code. Du coup, il s'est aperçu que le coût moyen de maintenance d'une ligne de code coûtait 2,82 $. Alors, imaginez que sur les 288 applications, il y a 8 millions de lignes de code, avec un coût de 2,82 la maintenance d'une seule ligne. Je vous laisse faire le calcul, je peux vous dire que ça revient très cher. On a aussi des études Capra-John qui sont aperçues qu'à peu près 75% des fonctionnalités livrées aux clients correspondent à des anomalies. Et 85% des anomalies seraient détectées par des revues. Les revues, si vous voulez, on le verra plus tout à l'heure, c'est un petit peu des réunions des protagonistes du projet, de la création de l'application. En faisant une réunion du cahier de charge, déjà on élimine 85% des anomalies, ce qui est déjà énorme. Si je rentre un petit peu plus dans le type de revue, les revues de spécification, entre guillemets, pensées à cahier des charges, permet de détecter 65% des anomalies qu'il y a dans les spécifications. Et c'est déjà énorme. Si on renvoie le code, c'est 60% des 60% des bugs sont détectés juste avec la revue du code. Voilà, c'est quelques statistiques pour vous mettre en valeur l'importance de tester et aussi le coût de maintenance qui peut se chiffrer à très très cher. Alors, je reviens sur les défauts. On a regardé un peu à l'origine et racine des défauts et aussi les conséquences. Alors, un défaut, souvenez-vous tout à l'heure du défaut que je vous ai donné. Je suis en train de regarder un film sur mon smartphone et il s'éteint tout seul, alors qu'il était chargé à 80% de batterie. C'est bien un défaut, c'est un bug, c'est une anomalie. Là, on va donner un exemple, un autre exemple. Donc, on a une expression du besoin qui n'a pas été assez précise. On prend l'exemple du format de date, qui, là, on va donner le format de date. Mais, on n'a pas dit quel format c'est. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être 01/01/2001? Est-ce que ça va être 01/01/01? Est-ce que ça va être 01 janvier 2001? On n'a pas précisé le format. Et du coup, il y a un défaut qui s'est introduit dans le code. Parce que le développeur, il a un cahier de charge. On lui a dit qu'on doit afficher la date. On ne lui a pas précisé le format. Le développeur, écoutez, il a fait un format de date qui lui convient à lui, dans lequel il a compris. Conséquence, perturbation de l'utilisateur. Les utilisateurs se trompent sur le format de la date et doivent la ressaisir plusieurs fois. Alors, l'exemple de la date l'exemple de date que je vous ai donné, ça c'était
Ça, c'était sur un smartphone. Mais dans l'exemple qui est dans ce slide, le développeur a codé un format de date. Vous savez, parfois, on se connecte sur un site web, on vous demande d'entrer notre date, on nous demande d'entrer notre date de naissance, par exemple. Nom, prénom, date de naissance. Et l'exemple qu'il y a eu sur ce slide, plutôt un exemple de date de naissance. Donc, moi, je suis sur un formulaire, sur un site. Je mets mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Je mets mon nom, prénom, ma date de naissance. Quand le développeur a créé le formulaire où je dois mettre mon nom, prénom et ma date de naissance, il a mis un format par exemple 01, 01, 01. Et moi, en tant qu'utilisateur de l'application que le développeur a développé, je mets 01, 01, 2001. Ça marche pas. Je mets 01 janvier 2001. Ça marche toujours pas. Donc je dois ressaisir plusieurs fois jusqu'à ce que je mets le bon format que le développeur avait mis. Donc on a bien identifié que le défaut venait d'un manque de précision dans le besoin et le cahier des charges. Conséquence, du coup, ça perturbe l'utilisateur. Donc il y a un effet négatif de ce défaut. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Le Monde du Test, ça va beaucoup m'aider. Merci, bonne journée. À présent, on va voir les 7 principes sur les tests. Un nombre de principes de tests ont été identifiés au cours des 40 dernières années. Ils offrent des indicateurs communs à tous les tests. Principe numéro 1. Les tests montrent la présence de défauts. Principe numéro 2. Les tests exhaustifs sont impossibles. Principe numéro 3. Tester tôt. Principe numéro 4. Regroupement des défauts. Principe numéro 5. Paradoxe du pesticide. Principe numéro 6. Les tests dépendent du contexte. Principe numéro 7. L'illusion de l'absence d'erreur. On va rentrer un petit peu dans les détails. Principe numéro 1. Les tests montrent la présence de défauts. Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Quand on fait des tests, on trouve des défauts. Mais parfois, on peut réaliser des tests et dire c'est bon, il n'y a pas de défaut, alors que si. C'est pourquoi je m'explique, si on fait toujours les mêmes tests au même endroit, forcément on ne va pas retrouver de bugs. Mais si on teste ailleurs, on dira ah, là j'ai changé mes données, là j'ai changé ma manière de tester et j'ai trouvé un bug que je n'avais pas trouvé tout à l'heure. Finalement, les tests réduisent la probabilité que des défauts restent cachés dans les logiciels. Mais même si aucun défaut n'est découvert, ce n'est pas une preuve d'exactitude. Pour aller plus loin, s'il n'y a pas de défaut, ça ne veut pas dire que tout est correct. Principe numéro 2. Les tests exhaustifs sont impossibles. Tout tester, qui veut dire toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions, n'est pas faisable sauf pour des cas triviaux. On ne peut pas tout tester. Ça, c'est la règle numéro 1 du testeur. On ne peut pas tout tester. Plutôt que des tests exhaustifs, et pour focaliser les efforts de test, nous utilisons l'analyse des risques et l'analyse des priorités. En faisant ça, du coup, déjà peut-être on n'a pas tout testé, mais déjà on a priorisé les tests et on les aura classés. Ça nous permettra de cibler les efforts de test. Alors je vous donne un exemple. Tester l'ensemble des combinaisons de l'addition, par exemple. Combien de combinaisons à tester? Du coup, c'est possible de tester les combinaisons de l'addition sur 32 bits, sachant qu'il y a des milliards de possibilités? La réponse est non. Il y a des milliards. Vous imaginez combien de temps on va passer à les faire? Principe numéro 3. Tester tôt. Pour trouver des défauts tôt, les activités de test devraient commencer aussitôt que possible dans le cycle de développement du logiciel ou du système et devraient être focalisées vers des objectifs définis. Finalement,
plus l'anomalie est détectée tard, plus le coût est important. En fait, quand on dit tester tôt, et on le verra tout à l'heure, il y a des techniques de test qui permettent même de tester avant même de développer l'application. On prépare des tests, ne serait-ce que avec les exigences. Il y a des techniques. Et le cahier de charge, par exemple. On a déjà notre liste de tests avant même qu'on a développé l'application. Alors, il y a une technique qui s'appelle Shift Left, qui permet de réduire et éliminer les changements coûteux finalement. Si vous voulez, alors la technique Shift Left en test et en développement. Principe numéro 4. Le recoupement des défauts. L'effort de test devrait être fixé proportionnellement à la densité des défauts prévus et constatés dans les différents modules. On a une densité de bugs qui en était prévue et constatée dans les différentes étapes de création de l'application. Et notre effort de test va être fixé proportionnellement à ces défauts, là pour gagner du temps et faire les bons tests au bon endroit, au bon moment, et qui correspond aux exigences et cahier de charge. On va se focaliser surtout sur des défauts qui ont été prévus et constatés. Et finalement, on s'est aperçu que un petit nombre de modules contient généralement la majorité des défauts détectés lors des tests de pré-livraison ou affiche le plus de défaillances en opération. Finalement, on a une majorité de défauts qui ont été détectés avant qu'on livre le produit final au client. On a fait pas mal de tests, on a découvert pas mal d'anomalies. Et ces anomalies correspondent simplement à un petit nombre de modules. Et c'est celles-ci qui vont afficher le plus de différences en opération. Ça correspond un petit peu aux règles de Pareto, par exemple, qui disent que 80% des défauts sont dus à 20% des causes. Principe numéro 5. Paradoxe du pesticide. Si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, il arrive que le même ensemble de 4 tests ne trouvera plus de nouveaux défauts. C'est logique. Si on fait un autre test sur le même endroit, le même bouton, la même fonctionnalité, le même menu, au bout d'un moment, il n'y aura plus de bugs. On ne pourra pas dire en fait que c'est bon, il n'y a plus de bugs dans cette application, il faudra qu'on teste ailleurs aussi. C'est pour ça que pour prévenir ce paradoxe de pesticides, les 4 tests doivent être régulièrement ajoutés et révisés. On va mettre à jour les tests. Tiens, si on faisait le test de telle manière, et si on faisait de cette manière aussi pour voir ce que ça donne. Tiens, on avait l'habitude, par exemple, de tester là, et voyons si on teste ici. Pour prévenir ce paradoxe de pesticide, les 4 tests doivent être réellement prévus. Le but de changer notre façon de tester est de détecter de nouveaux bugs. Et tout simplement parce qu'on a arrêté de tester au même endroit. Pour prévenir ce paradoxe de pesticide, les 4 tests doivent être régulièrement revus et révisés, et de nombreux tests différents doivent être écrits pour pouvoir couvrir d'autres chemins dans le logiciel, ou le système de façon à permettre la découverte de nouveaux défauts. Le principe numéro 6. Les tests dépendent du contexte. Les tests sont effectués différemment dans les contextes différents. Exemple, les logiciels d'une fusée seront testés différemment d'un jeu vidéo. D'ailleurs, pour anecdote, lors du décollage d'une fusée où il n'y a pas d'astronaute dedans, on envoie un satellite par exemple. Je sais qu'il y a un métier d'une personne, d'un protagoniste du projet, qui a pour but que si la fusée se décale de quelques millimètres ou centimètres de sa trajectoire, il est obligé d'appuyer sur un bouton pour qu'elle explose. Du coup, je pense pas qu'on a fait déjà les tests d'une console de jeu. Il y avait quelqu'un qui avait pour rôle de si le jeu ne marche pas, il devait appuyer sur un bouton pour qu'elle explose. Vous voyez bien que les tests sont effectués différemment. Du coup, la rigueur et le périmètre dépendent de la criticité et de l'importance du logiciel.
Je pense qu'une fusée n'a pas le même prix qu'une console de jeu. Et enfin, le dernier principe, numéro 7, l'illusion de l'absence du test. Trouver et corriger des défauts n'aide pas si le système conçu est inutilisable et ne comble pas les besoins et les attentes des utilisateurs. À quoi bon de tester si l'utilisateur final, il dit on m'a promis un smartphone, je peux pas faire des appels avec, on m'a dit que ce smartphone, je peux regarder des vidéos dessus, je peux même pas finalement l'utiliser. C'est inutile, je vais plutôt me diriger vers la concurrence. On m'a dit que tiens, avec cet ordinateur, tu pourras aller sur Internet et finalement j'ai cliqué sur toutes les fonctionnalités de l'ordinateur qu'on m'a fourni. Il n'y a pas l'onglet pour aller sur Internet, donc c'est inutilisable. Donc du coup, même s'il n'y a pas de bug dans mon ordinateur ou dans mon smartphone que j'ai que je fournis au client, si ça ne répond pas aux besoins ou c'est inutilisable, au final ça sert à rien. Donc les tests qu'on a fait, c'est vrai, il n'y a pas d'erreur, mais c'est pas très utile. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions sur tout ce qu'on a vu et je vais vous demander d'y répondre. Tout d'abord, quel est le moment idéal pour commencer l'activité du test? Quel est le principe de regroupement des défauts? Quels sont les 7 principes généraux des tests? Expliquez le principe paradoxe du pesticide. Les tests exhaustifs sont-ils possibles à réaliser? Merci pour tout. Le monde du test. N'oubliez pas de vous abonner, ça va beaucoup m'encourager. Merci. À présent, passons au processus de test. Aujourd'hui, les gens pensent que tester, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne fait que le testeur, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne fait que tester. C'est faux. Il y a 5 activités fondamentales de test, à savoir la planification, l'analyse et la conception, l'implémentation, l'exécution et la clôture de test. La partie la plus sous-évaluée, c'est la planification et la partie la plus visible, c'est l'exécution. Et durant tout ce processus, il y a une phase de pilotage et contrôle du test qui est faite par le test manager. Alors, les activités du processus, c'est pas forcément séquentiel, parallèle, intégré ou itératif. On reviendra sur ces notions tout à l'heure. Pour le moment, je ne vous perturbe pas. On reste focalisé sur les activités fondamentales du test. Alors, on commence par la planification des tests. La planification des tests va répondre à la question QQQQOCCP. Je pense que vous connaissez ça. Ça veut dire quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Du coup, la planification de test consiste à quoi? La planification des tests consiste à définir les objectifs du test et à spécifier les activités de test à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et la mission. On rentre dans le concret de ce que je viens de vous dire, de vous décrire. Ça consiste en quoi? Définir les objectifs de test. Je vous rappelle, on ne teste pas au hasard. On ne teste pas n'importe comment. Il y a des objectifs et un temps précis. Donc, on définit avant tous les objectifs de ces tests. On va spécifier les activités, on va identifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes. On va aussi développer l'approche de la stratégie de test. Comme je l'ai dit, l'activité de test, elle est très structurée. Dans la stratégie de test, on va dire qui fait quoi, quels tests sont exécutés, à quel moment, est-ce qu'on automatise ou pas. On va classifier les types de bugs qu'on va rencontrer, etc., etc. Ensuite, on va déterminer le calendrier de test. Forcément, on ne va pas commencer nos tests à n'importe quel moment du projet. C'est pas comme ça que ça se passe. On va déterminer les techniques de test. On va plus tard, qu'on verra plus tard, quelles sont les techniques de test. Boîte blanche, boîte noire, etc. On va organiser le management. Ça, du coup, c'est la gestion du projet. On va aussi déterminer les risques du projet, mesures et indicateurs. C'est-à-dire, avant de commencer à exécuter les tests, on va quand même déterminer les risques. Là,
on va tester telle fonction, on va s'attendre à ce qu'il se passe tel risque. Et on doit mettre aussi en place des indicateurs. Enfin, on va aussi détailler tout ce qui est DOR, DOD, critères de sortie et critères d'entrée. Alors le DOR, c'est Definition of Ready. Et DOD, c'est Definition of Done. En gros, si vous voulez, à quel moment on peut commencer à tester et à quel moment, pour nous, les tests ont été exécutés entièrement. On va dire ça comme ça. À quel moment durant un sprint ou une durée de test, à quel moment on peut commencer cette période et à quel moment elle va terminer. Voilà pour faire simple. Alors pour la planification des tests, on va voir quel support sera fourni. Ce sera un ou plusieurs plans de test parce que dans une stratégie de test, on est dans la planification. Dans la stratégie de test, on a un plan de test qui correspond aussi à une politique de test. On est dans la planification du test. Nous avons une politique de test qui correspond à l'ensemble de la structure de test de l'entreprise, si vous préférez. On a dans cette politique de test les acteurs qui vont participer à ce projet de test. On a une stratégie qui est précise et qui fait quoi et comment. Et le plan de test va dérouler les étapes de test, à quel moment ils sont faits, et si on rencontre des anomalies, comment les déclarer, etc. Donc on a une politique générale, on a décrit une stratégie complète avec les acteurs de test, avec les types de tests, les niveaux de test et les types d'anomalies qu'on peut rencontrer, etc., etc. Puis, on a un plan de test qui décrit tout ce que je viens de vous dire, de la planification de test, des objectifs, des activités, les rôles, le calendrier, les techniques de test, etc., etc. Pour faire simple, il peut y avoir un ou plusieurs plans de test dans une stratégie de test. Pilotage et contrôle. Qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, ce sont des actions pour atteindre des objectifs de plan, tout simplement. Activité continue de comparaison de l'avancement actuel par rapport au plan et d'informations sur l'état, y compris les déviations par rapport au plan. Si vous voulez, on avait un plan de test. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans la planification, ce plan de test, il a été prévu qu'il commence à telle date et il finit à telle date. Mais parfois, on peut prendre du retard, notamment. C'est peut-être dû au fait qu'il y a plus d'anomalies détectées qui n'étaient prévues. Et ça retarde un petit peu le projet. Et du coup, on a besoin de savoir où on est par rapport à l'avancement et par rapport au plan de test qui a été prévu. Ça implique de prendre des décisions nécessaires pour atteindre la mission et les objectifs du projet. La planification du test prend en compte non seulement les feedbacks et les activités et le contrôle et de suivi. Alors, quel type de livrable on peut avoir dans le pilotage et le contrôle du test? Ça peut être des rapports de tests réguliers, notamment chaque semaine parce qu'on a besoin de voir l'avancement du développement et des tests. Donc, on a besoin de rapports de tests très réguliers et des rapports de synthèse des tests. Une fois la période de test est terminée, on a besoin de faire une synthèse par exemple. Le testeur, il doit fournir un PV de recette en disant voilà tout ce que j'ai testé, où j'ai testé et comment j'ai testé, et voilà le nombre d'anomalies que j'ai détectées. On va analyser ce qu'il faut tester. Réviser les bases du test. Exigences, analyse des risques, spécification de l'architecture, de la conception des interfaces. Tout ça, c'est de la documentation si vous voulez. Donc, avant de faire les tests, on va analyser déjà ce qu'il faut tester. On va évaluer la testabilité des exigences et du système. Pour ça, on va mettre en place des techniques qui s'appellent la BDD et la TDD. On aura l'occasion de le voir plus tard. En gros, on va se poser la question, voilà, j'ai des exigences, j'ai un système, est-ce qu'ils sont testables et comment les tester? Ensuite, on va identifier les défauts. Quand on détecte des anomalies, on va les identifier et savoir quel type d'anomalies on va les classer par exemple. Du coup, on va regarder, ça peut être des ambiguïtés, des inexactitudes, ça peut être des omissions, ça peut être des inconsistances, ça peut être des contradictions, ça peut être des éléments superflus. On va identifier et prioriser les fonctions à tester ainsi que les conditions de test.
Du coup, avant de tester, forcément, on a besoin de prioriser les fonctions à tester. On va les classer et aussi des conditions de test. Par exemple, pour tester une application, j'aurai besoin de tel smartphone à telle version. Et enfin, on va analyser l'utilisation des techniques de test qu'on verra prochainement. Du coup, quel type de livrable on peut avoir durant l'analyse? Ça peut être des conditions de test priorisées ou encore des chartes de test. Merci, c'était le monde du test. Merci de vous abonner, ça va beaucoup m'encourager pour le futur. Bonjour à tous dans le monde du test. Maintenant, on passe à la conception, où on va se demander comment tester. Du coup, une fois qu'on a analysé, on va finaliser, développer et prioriser nos cas de test, ainsi que les procédures de test. Donc là, vraiment, on va rentrer dans le concret, puisque maintenant on sait, on a eu notre liste de fonctionnalités à tester, et ben on va commencer à rédiger. Qu'en fait, et prioriser nos cas de test, ainsi que les procédures de test. On va créer dans chaque test qu'on va faire, on va aussi faire des suites de tests. On verra la définition plus tard. Une suite de tests est l'ensemble des tests, vous l'aurez deviné. Ensuite, on construit et on vérifie sur quel environnement on aura besoin pour tester. En général, les testeurs, il a son propre environnement. On appelle ça un environnement de qualification ou de recette. S'il est différent de l'environnement de développement, parce que c'est la phase d'avant pour les développeurs. Et qu'il est différent de la pré-production et de la production, qui est vraiment le site réel que les utilisateurs finaux vont utiliser. Donc, vous testez sur votre propre environnement. Une fois qu'on a fait ça, on va accepter la livraison. Parfois, on va autométiser des cas de tests. Puis, ce sont des tests qu'on va répéter. Du coup, on crée un script, une sorte de robot qui s'exécute automatiquement et les gens de la livraison, et le jour de la livraison, on peut retrouver de la conception. Mais ça sera des cas de tests qui sont abstraits, dans le sens où on n'a pas implémenté des données encore. Ça veut dire que je dois tester la création d'un profil, par exemple, mais je n'ai pas encore dit quel va être le nom, quel va être le prénom, quelle va être la date de naissance, quelle va être, je ne sais pas moi, l'adresse mail, l'adresse de la personne, etc. Mais je sais que j'ai besoin de tous ces éléments-là. Du coup, je dois les préparer avant que je commence mon test. Mais j'ai pas encore de données des jeux de données que je vais utiliser. Ça, c'est l'implémentation. Donc, la conception se fait en fait, on rédige d'abord les tests qu'on va faire, sans les données qu'on va utiliser, mais on connaît déjà le type de données qu'on va utiliser. Ça nous permettra de les préparer avant qu'on commence le test. Ensuite, au niveau des livrables, on va identifier les données, ce qu'on appelle les GDD, jeux de données. Donc, la liste des données que je viens de vous dire, nom, prénom, etc., l'adresse. Les liens utiles, si on a besoin, le lien du site web qu'on va tester par exemple, qu'on aura besoin dans l'infrastructure. Et aussi la procédure de test qu'on va appliquer. On verra aussi plus tard qu'est-ce qu'une procédure de test et comment l'utiliser. Une fois qu'on fait la conception, et ben cette fois-ci, on fait l'implémentation. On répond à la question attend-on ce que le fait et dont du coup on a besoin. Est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin, par exemple? Est-ce qu'on a les jeux de données, l'environnement, le site web et tout? Donc là, on va transformer toutes les conditions de test qu'on avait rédigées au préalable avant de commencer le test en cas de test et suite de tests. On verra toutes ces définitions plus tard. Ça, c'est des définitions très importantes dans l'ISTQB. Ensuite,
on va concevoir et prioriser les tests de haut niveau. Voilà. Donc, en fait, on fait, en fait, tout à l'heure, je vous disais qu'un test, on teste sans les données. Ça s'appelle un test de haut niveau. Et un test bas niveau, c'est celui qui est pendant l'implémentation. On va transformer les cas tests de haut niveau en cas tests de bas niveau. Donc, là, je vous avais dit qu'il fallait un nom, un prénom, une adresse, un mail, etc. Et bien, dans le test de bas niveau, dans l'implémentation, je précise quel nom, quel prénom, quelle adresse mail je vais utiliser. C'est ça l'implémentation en fait. On ajoute les données dont on aura le plus, dans le plus pour ça, on ajoute on ajoute les données dont on a plus de précision, comme ça, durant le test. Donc, en identifiant les jeux de données que je donne au testeur. On va concevoir l'environnement de test aussi qu'on va utiliser, ainsi que l'identification des infrastructures, ainsi que les informations qu'on aura besoin. Par exemple, l'outil. Peut-être je demande l'exécution de tests, etc. Ou la rédaction des infrastructures de test ou de remonter des anomalies. Par exemple, sur quel outil on va écrire les tests. Par exemple, ALMQC, sur quel outil on va remonter les anomalies. Généralement, il s'appelle Jira. Ça aussi, on verra dans un chapitre, les outils, dans les chapitres. On va créer une traçabilité bidirectionnelle entre les bases de tests et les cas de tests. On va faire une traçabilité. Je crois qu'on verra ça aussi plus tard. Très important. La traçabilité, si vous voulez, vous avez d'une part votre base de tests avec toutes les spécifications, les exigences, les anciens tests, les anciennes anomalies que vous aurez détectées. Et d'autre part, votre base de tests avec toutes les spécifications, les exigences, les anciens tests. Et d'autre part, toutes les spécifications, les exigences, les cahiers de tests et un tas de documents qu'on va vérifier que nos cas de test couvrent bien 100% les exigences. Donc, là, au niveau de l'implémentation, je suis capable de dire, voici ma liste de tests et j'ai bien couvert 100% toutes les exigences qu'il y a dans le cahier de charge ou dans les spécifications. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une traçabilité bidirectionnelle entre les exigences et les cas de test. Par exemple, ensuite, l'implémentation nous permet aussi d'identifier des défauts qu'on n'ait pas pensé peut-être les détecter même pendant. Je vais m'expliquer. On a un référentiel de test. C'est un logiciel avec les spécifications. On va ajouter une nouvelle option. Il y a des spécifications pour cette option. Par exemple, la taille du titre, la couleur et tout. Et nous, chaque cas de test qu'on va faire, on va le relier avec cette spécification dans le logiciel. Par exemple, on crée un cas de test qui vérifie la couleur qu'elle est verte. À la fin du test, on va dire le numéro de la page de la spec, ce qu'on appelle la spécification, la spec. Du coup, comme ça, à la fin, si on nous demande est-ce que vous avez vérifié la couleur verte, oui, on a un test 442 qui vérifie ça. C'est ça ce qu'on appelle une traçabilité bidirectionnelle entre les tests, entre les cas de tests et les spécifications données. La rédaction de nos tests. Donc là, on n'a pas encore exécuté. On n'a pas encore commencé les tests. Mais déjà, en rédigeant, comment ça se fait que j'ai dit que je faisais ce test avant? Comment ça se fait par exemple? Je donne un exemple. La réservation de guichet. Ça, c'est une condition de test. Par contre, si on précise ce qu'on veut faire, par exemple, l'aller-retour Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Aller-retour Paris, par exemple, en passant par Roissy, vers une autre ville. Là, c'est un cas de test de haut niveau. Par contre, c'était un exemple d'identification de défaut. Ça, c'est un exemple d'implémentation. Donc, vous voyez, là, on a précisé notre condition de test, le scénario
En tout cas, c'était une réservation de guichet. Et le cas de test, c'est-à-dire vraiment le test en lui-même, c'est bonjour, je voudrais réserver un billet pour Paris. Je sais quelle destination aller. Et les livrables qui correspondent à l'implémentation, ça va être les plannings, ça va être les suites de procédures de test ou encore les suites de tests. La virtualisation ou encore des scripts automatisés si jamais on doit faire des tests automatisés et les données concrètes, c'est-à-dire des cas de test bien avec les données et voilà. L'exécution. Donc, ça, c'est l'avant-dernière phase. Donc, cette fois-ci, ça y est, on a bien vérifié et relu les exigences. On les a analysées, on a créé des cas de test, on a implémenté en ajoutant des données, on les a implémentés en ajoutant des données, on les a classés, on les a priorisés et maintenant, on peut les exécuter. Donc là, on va juste exécuter nos tests qu'on avait écrits préalables puisqu'ils étaient prêts. C'est parti, top, départ. Et on va les exécuter par rapport bien évidemment en fonction des objectifs des tests. Comme je vous ai dit tout à l'heure, et à un moment T, en général, on exécute nos tests. Une fois que le développeur a fini le développement de la fonctionnalité qu'on doit tester, en général, après, il peut avoir des exceptions ou selon le type et le niveau de test que vous faites, ça ne sera pas au même moment ou au même endroit. Donc, en exécutant nos tests, on consigne nos résultats. On va comparer nos résultats de test avec les résultats obtenus. En fait, comment on teste? Eh ben, c'est ça. Quand je teste, je compare à quoi je m'attendais avec ce que j'ai trouvé. Donc, on a comparé les résultats attendus. Je m'explique. La base du test, c'est on aura un résultat qu'on attend et on a un résultat qu'on obtient en testant. Et là, on va comparer les deux entre les résultats obtenus avec les résultats attendus. Et là, on pourra dire, oui, c'est ce que je m'attendais. Ah, non, il y a un bug. Avec les résultats obtenus, on analyse nos anomalies et ce qu'on a détecté. Et on signale les défauts, les différences entre ce qui a été attendu, ce qui a été retrouvé, en se basant sur la base des défaillances qui ont été détectées. On enregistre les résultats des tests pour donner un joli graphique. Du reporting, on répète les tests si nécessaire. Si par exemple l'anomalie a été corrigée, ben on appelle ça un test de confirmation. Donc on va revérifier que l'anomalie a bien disparu. On vérifie, on met à jour notre traçabilité, toujours entre les exigences et notre base de test, entre la condition de test et le cas de test. Ça aussi, c'est une traçabilité. Donc en gros, entre le cas de test qu'on avait rédigé avant et le fait d'ajouter des données. Donc, ça aussi, c'est une traçabilité entre les deux. Et voilà le type de livraison d'une exécution. Ça sera la fiche. Par exemple, le type de la livraison d'une exécution, ça sera la fiche d'anomalie si on a trouvé un bug. Et les états de nos tests. Si sont passe, pas passe, faux, en échec. Et les états de nos tests. Est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce que c'est déjà passé? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont validés? Est-ce qu'ils sont en échec? Est-ce qu'ils sont testables déjà? Donc voilà, ce qu'on appelle des types d'états de test. Dernière étape, clôture. Dernière étape, le clôture, l'activité d'achèvement des tests. On va vérifier quels livrables prévus ont bien été livrés. On va clôturer tous les rapports d'incidents, donc d'anomalies.
On crée des demandes d'évolution, c'est nécessaire. On documente donc du coup l'acceptation de ce système. Donc, ça à travers des tests d'acceptance. En fait, on a une acceptation du système, on verra plus tard la définition, qui prouve qu'on a bien évalué la qualité de l'objet qu'on teste. On a bien évalué le processus de test, on a bien sauvegardé les testwares. Si vous voulez, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a utilisé, tous les tests, toutes les anomalies qu'on a détectées, tous nos cas de test, tous nos jeux de données, etc. Tout ça, c'est une mallette. Voilà, c'est ça le testware. C'est quelque part, on appelle ça le testware. Ensuite, une autre activité de clôture, on fournit le, dans le testware, on fournit le testware à la maintenance, puisque c'est la maintenance qui prend le rôle. Puisque du coup, on a donné une suite, on a donné un go, no go. Donc on a donné notre accord pour aller ou pas aller livrer. Donc on a livré l'application qui a bel et bien été testée et du coup cette application va être maintenue. Et ça, c'est pas le rôle du testeur. C'est d'autres personnes qui font ce métier-là, qui sont, qui sont là, voilà, pour s'occuper de la sauvegarde de la fonctionnalité, de la maintenance, etc. C'est ça, c'est technique. Ça, c'est technique. On capitalise aussi le testware pour la réutilisation. C'est comme si on a une bibliothèque de tests. Là, du coup, on ajoute nos nouveaux tests qu'on vient d'écrire. On ajoute aussi toutes les nouvelles anomalies qu'on a découvertes en testant. On ajoute aussi toutes les couvertures d'exigence. Donc, vraiment, c'est notre documentation, notre malade du testeur, qu'on complète au fur et à mesure, tous les jours. Et les types de livrables, ben écoutez, vu qu'on est dans la clôture, j'ai envie de vous dire que c'est pas une cérémonie, mais on fait le point avec tout le monde et tout le monde est content. On a livré le produit, les anomalies ont été corrigées, tout est OK, ça, ça a été testé et validé. Ça a été maintenant filé à la maintenance. Donc on a un bilan du projet qu'on va permettre à tout le monde en disant voilà le big récapitulatif de ces 3 semaines ou de ces 6 semaines, tout dépend du sprint, etc. Et ce projet est clos. On peut passer à une autre version de l'application, par exemple. Voilà pour la clôture. Merci de m'avoir écouté. Un petit j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma... Bonjour à tous dans le monde du test. Maintenant, on passe à la conception, où, où on va se demander comment tester. Du coup, une fois qu'on a analysé, on va se demander comment on va finaliser. Développer et finaliser nos cas de test, ainsi que les procédures de test. Donc, là vraiment, on rentre dans le concret, puisque maintenant on a notre liste de fonctionnalités à tester, on va commencer à rédiger, en fait, et prioriser nos cas de test, ainsi que nos procédures de test. Dans chaque test qu'on va faire, on va créer des suites de tests. On verra la définition plus tard. Une suite de tests, c'est un ensemble de tests, comme vous l'aurez deviné. Ensuite, on construit et on vérifie sur quel environnement on aura besoin de tester. En général, le testeur a son propre environnement pour tester. On appelle ça un environnement de qualification ou de recette. Il est différent de l'environnement de développement parce que c'est la phase d'avant pour les développeurs. Et il est différent de la pré-production ou de la production, qui est vraiment le site réel que les utilisateurs finaux vont utiliser. Donc, vous testez sur votre propre environnement. Une fois qu'on a fait ça, on accepte la livraison.
Parfois, on va automatiser des cas de test parce que c'est des cas de test qu'on va répéter et répéter. Du coup, on crée un script, une sorte de robot pour qu'il exécute automatiquement les tâches. Et le genre de livrable qu'on pourra trouver dans la conception, ça sera des cas de test qui sont abstraits dans le sens qu'on n'a pas encore implémenté de données. Ça veut dire que je dois par exemple tester la création d'un profil, mais j'ai pas encore dit quel va être le nom, quel va être le prénom, quelle va être la date de naissance, quel va être son email, etc., etc. Je sais que je vais avoir besoin de tout ça, de tous ces éléments, mais j'ai pas encore donné un exemple des jeux de données que je vais utiliser. Ça, c'est l'implémentation. Donc, la conception, elle se fait en fait. On rédige d'abord les tests sans les données qu'on va utiliser, mais ensuite, au niveau des livrables, on va identifier les données, la liste que je viens de vous dire, nom, prénom, adresse, etc. Les outils qu'on a besoin de l'interface, structure et aussi de la procédure de test qu'on va appliquer. Ça aussi, on verra plus tard ce qu'est une procédure de test et comment l'utiliser. Une fois qu'on a fait la conception, on fait cette fois-ci l'implémentation. On va répondre à la question a-t-on tout ce qu'il faut? Et donc, du coup, on a besoin de données. Donc, là, on va transformer toutes les conditions de test qu'on avait rédigées en cas de test et suite de test. On verra toutes ces définitions plus tard. Ensuite, on va concevoir et prioriser les tests de haut niveau. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit je vous ai dit un test sans données. C'est un test de haut niveau. Et un test de bas niveau, c'est celui-ci. Pendant l'implémentation, on va transformer les cas de test de haut niveau en cas de test de bas niveau. Donc là, je vous avais dit qu'il vous fallait un nom, prénom, une adresse mail, etc. Ben, les tests de bas niveau, je précise quel nom je vais utiliser, prénom, quel mail je vais utiliser. C'est ça l'implémentation. On ajoute des données. Donc là, on donne plus de précision. On va, on va recevoir aussi l'environnement de test qu'on va utiliser, ainsi que l'identification des infrastructures et des outils qu'on aura besoin, par exemple. L'outil, par exemple, l'outil peut être l'outil de l'exécution de tests ou de rédaction de tests ou de remontée d'anomalies, etc. On verra aussi plus tard en détail. On a un chapitre sur les outils du testeur. On va créer une traçabilité bidirectionnelle entre les bases de tests et les cas de test. Donc en fait, la traçabilité, si vous voulez, vous avez d'une part votre base de test avec toutes les spécifications, les exigences, les anciens tests, les anciennes anomalies que vous avez détectées, etc. Toutes les spécifications, les exigences, le cahier de charge et un tas de documentation. Et on vérifie que nos cas de test couvrent 100% des exigences. Donc là, au niveau de l'implémentation, je suis capable de dire voici ma liste de tests et j'ai bien couvert 100% de tout, de toutes les exigences qu'il y a dans le cahier de charge et ou dans les spécifications. C'est pour ça qu'on appelle ça une traçabilité bidirectionnelle entre les exigences et les cas de test, par exemple. Ensuite, l'implémentation nous permet aussi de détecter des défauts auxquels on n'avait pas pensé. On peut les détecter même pendant la rédaction de nos tests. Donc là, on les a pas encore exécutés. Et en les rédigeant seulement, on s'aperçoit comment ça se fait que j'ai dit que on fait ce test avant, pas un autre. Je vous donne un exemple. La réservation au guichet. Ça, c'est une condition de test. Par contre, si on précise, si on précise ce qu'on veut, par exemple, aller-retour Paris-Roissy, là, c'est un cas de test de haut niveau. Ça, par contre, ce n'est pas un exemple d'identification de défaut. C'est un exemple d'implémentation. Vous voyez, là, on précise notre condition de test. Si vous voulez, le scénario. C'était une réservation au guichet et notre cas de test. Et le test en lui-même, c'est bonjour, je voudrais réserver un billet Paris-Roissy.
Et les livrables qui correspondent à l'implémentation, ça va être les plannings, les suites de procédures de test, les suites de tests, la virtualisation et les scripts automatisés si jamais on doit faire des scripts automatisés. Et les données concrètes, c'est-à-dire les cas de tests bien concrets avec les données, et voilà. L'exécution, ça c'est l'avant-dernière phase. Donc, l'exécution. Ça, c'est l'avant-dernière phase. Donc, cette fois-ci, c'est ça y est. On a bien vérifié et relu nos exigences. On les a analysées. On a créé des cas de test. On les a implémentés en ajoutant des données. On les a classés. On les a priorisés. Maintenant, on peut les exécuter. Donc là, on a juste à exécuter nos tests. Tout est prêt. C'est parti. Top départ. Et on les exécutera bien évidemment suivant l'objectif de nos tests. Et à un moment T, en général, on exécute nos tests. Une fois que le développeur a fini le développement de la fonctionnalité qu'on a testée, en général, après, il peut y avoir d'autres d'autres exceptions. Ou selon le type de niveau du test que vous faites. Ce sera pas au même endroit, au même moment et au même endroit. Donc, on exécute un test, on consigne les résultats, on va comparer nos résultats de test avec nos résultats attendus. Ben, comment on teste? C'est ça. Je compare ce que je m'attendais avec ce que j'ai trouvé. On analyse les anomalies, c'est les anomalies qu'on a détectées. On signale les défauts en se basant sur la base des défaillances qu'on a détectées. On enregistre les résultats du test dans un joli graphique, reporting, on répète les tests si nécessaire. Par exemple, si l'anomalie a été corrigée, on refait un test de confirmation qu'on va revérifier que l'anomalie a bien disparu. On met à jour notre traçabilité, toujours entre les exigences et notre base de test. Comme j'ai dit tout à l'heure, aussi entre la condition de test et les cas de test. Ça aussi, c'est une traçabilité. Donc, en gros, entre le cas de test qu'on a rédigé et le fait d'ajouter des données. Ça aussi, il y a une traçabilité entre les deux. Et voilà. Le type de, li- pardon, le type de livrable d'une exécution, ce sera la fiche d'anomalie et les états de nos tests. Est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont validés? Ou est-ce qu'ils sont en échec? Est-ce qu'ils sont non testables? Etc. Donc ça peut être des types de cas de test. La dernière étape, clôture, activité d'achèvement des tests. On va vérifier quels livrables prévus ont bien été livrés. On clôture tous les rapports d'incidents et d'anomalies. On crée des demandes d'évolution si nécessaire. On va vérifier quels livrables prévus ont bien été livrés. On, do- on documente du coup l'acceptation du système. Ça à travers des tests d'acceptance, on le verra plus tard, qui prouvent qu'on a bien évalué la qualité de l'objet qu'on a testé. On a bien évalué le processus de test, on a bien sauvegardé le testeur. Le testeur, si vous voulez, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a utilisé. Tous nos tests, toutes les anomalies qu'on a détectées, nos jeux de données, etc. Tout ça, c'est dans une mallette quelque part. Voilà, on appelle ça le testware. Ensuite, une autre activité de clôture, on fournit ce testware à la maintenance parce que c'est la maintenance qui prend le relais. Parce que du coup, on a donné un go, no go. On a livré l'application qui a bien été testée et du coup, cette application doit être maintenue. Et ça, c'est pas le rôle du testeur. C'est d'autres personnes qui font ce métier-là. Ils ont, ils sont, ils vont s'occuper de ça. Et voilà.
Ils vont s'occuper pour sauvegarder et pour faire la sauvegarde de la fonctionnalité et la maintenance, etc. Ça, c'est du technique. On capitalise aussi le testware pour une réutilisation. Si vous voulez, c'est comme si on a une bibliothèque de tests. Et là, on ajoute nos nouveaux tests. Et on ajoute aussi toutes les anomalies qu'on a fait et qu'on a détectées. Et on ajoute aussi toutes nos couvertures d'exigences, etc. Voilà. Donc, c'est notre documentation. C'est notre mallette du testeur qu'on complète au fur et à mesure. Et les types de livrables, ben, écoutez, qu'on est à la clôture, j'ai envie de vous dire que c'est pas une cérémonie. En fait, on fait le point avec tout le monde. Tout le monde est au courant de ce qu'on a livré comme produit. Les anomalies ont été corrigées. Tout est OK. C'était testé. Ça a été fait à la maintenance. Donc, on a un bilan du projet qu'on envoie par mail à tout le monde en disant, voilà le big récapitulatif de ces 3 semaines ou ces 6 semaines, tout dépend du sprint dans le projet. Et ce projet est clos et on peut passer à une autre version de l'application, par exemple. Voilà pour la clôture. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vraiment m'encourager et m'aider. Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans le monde du test. Les techniques de test ne fait pas partie des différentes activités, mais là, on fait une petite parenthèse des techniques de test. Je vous ai souvent parlé de traçabilité, donc on revient sur ce terme. La traçabilité, par définition, c'est la mesure dans laquelle une relation peut être établie entre deux ou plusieurs produits d'activité. Donc, à chaque fois qu'on fait un lien, je vous ai parlé tout à l'heure de traçabilité bidirectionnelle, parce qu'il y en a deux. Tandis qu'une traçabilité horizontale, c'est le suivi des exigences pour un niveau de test particulier, à travers des couches de la documentation de test. Faut pas l'apprendre par cœur, bien sûr. Faut comprendre que vos tests couvrent 100% des exigences, que tous vos cas de tests couvrent 100% de vos conditions de test, tous vos tests de bas niveau couvrent vos tests de haut niveau, tous vos cas de test ont des données quand c'est nécessaire, etc. C'est ça la traçabilité en fait. Et la dernière, on va dire une traçabilité entre les conditions de test et le testware, notre mallette, où on retrouve tout ce qu'on a fait et toutes les anomalies qu'on a détectées, toutes nos conditions de test précédentes, etc. Pour qu'on ait un lien avec les tests qui ont passé et les tests actuels, ou alors des jeux de données qu'on a récupérés, ou bien des exigences qu'on a retestées, parce qu'on a une version 2 pour qu'on puisse récupérer tous les tests qu'on a fait de la version 1, par exemple, etc. C'est ça la traçabilité en fait. On a marqué une version 12b sur la fiche, mais ne tenez pas en compte. Ça veut rien dire ici. Mais quelques exemples, ça peut être les plans de test. On peut les retrouver dans les spécifications de conception de test, spécifications de cas de test, spécifications aussi de procédures de test. Voilà, donc c'est une documentation qui trace tout ça. Donc voilà, on a une traçabilité entre les conceptions de test et les cas de test. Les cas de test et les procédures de test, les plans de test et les conceptions de test, etc., etc. Par exemple, pour l'outil qui est assez connu dans le marché, qui s'appelle ALMQC, on peut avoir des exigences de test. Ça va nous permettre de tester. Ça va nous s'assurer qu'on teste le besoin qui a été exprimé dans les spécifications. Donc, nos tests couvrent 100% des exigences. Et ça nous permet de nous assurer d'une traçabilité entre la phase de conception du logiciel et son exécution. Ça veut dire on avait rédigé et on avait créé des tests
et on a bien exécuté tous ces tests. On a bien une couverture de 100% des tests qu'on a corrigés. Donc voilà, rédigé, pardon. Donc voilà les deux exemples de couverture qu'on peut trouver. Couverture, c'est un lien avec la traçabilité. C'est des liaisons en fait. La traçabilité, c'est le lien d'un point A à un point B. Par exemple, de la conception à l'exécution, ou des tests et spécifications. Et la couverture, ça veut dire dans un sens ou bien on a 100% qui couvre l'autre. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vraiment m'aider. Merci.